Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Je voulais vous souhaiter un très bon anniversaire. Figurez-vous que nous fêtons notre première année de diffusion d'Open Box TV. Alors, je vous le faites aussi. Alors, Voilà, hein. nous nous souhaitons un bon anniversaire. Exactement, on se souhaite un bon anniversaire. Et on peut dire modestement qu'on a bien travaillé. Vous avez abordé tout au long de cette année des sujets pas faciles. Vous avez émis des analyses, des réflexions avec un prisme particulier. Et vous avez soulevé ces sujets d'une façon complètement indépendante sur le plan de la ligne éditoriale. On essaye, oui. Et grâce aussi à nos invités. Oui, bien sûr. Et il se trouve qu'au bout d'un an, on peut voir aussi que les médias mainstream, comme on dit, reprenaient 2-3 mois plus tard vos analyses et commençaient à avoir une vision sur différents sujets qui allait dans votre sens, qui n'était pas gagné a priori. Quels que soient les sujets que nous avons abordés pendant cette première année, finalement, vos analyses étaient plutôt anticipatrices, on va dire. Oui, c'est ça. Il y a deux éléments fondamentaux dans nos émissions. D'un côté, ce sont des faits, et on essaie de se tenir aux faits, et on pourra y revenir. Et de l'autre côté, d'essayer de voir à moyen et long terme, c'est-à-dire d'anticiper. Or, ce sont deux choses qui sont de plus en plus difficiles aujourd'hui à obtenir, je dirais, parce que les faits, les gens ont tendance à les adapter à leur idéologie, à la pensée, comme on dit maintenant dans ce jargon franco-anglais, le mainstream. Alors, par exemple, on est dans un sens, on est dans tel journal, on est dans telle chaîne, dans telle station de radio, eh bien, on doit être dans l'état d'esprit de la chaîne. Donc, on va tordre les faits pour les adapter à ce qu'on veut. Et c'est flagrant parce que régulièrement, ça fait dire des bêtises. Alors, sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais ça, c'est le deuxième volet. Dès qu'on anticipe, si on anticipe et qu'on essaie d'imaginer ce qui va se passer, ce qui est intéressant dans le futur, alors évidemment, la confrontation avec ce qu'on a pu raconter avec la réalité qui apparaît peu à peu, qui émerge peu à peu, c'est terrible parce que ça oblige à revoir tout. Et c'est ce qui se passe régulièrement. Moi, je pense que dans tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait grâce à nos invités, parce que c'est eux qui sont le cœur même de notre émission, eh bien, au fur et à mesure, on a fait émerger un certain nombre de choses qui se sont révélées effectivement indiscutables. D'ailleurs, nous fêtons donc nos 1 an, presque en simultané avec la guerre, les 1 an, les 1 an et plusieurs mois en Ukraine. Oui, mais elle venait de démarrer il y a peu de temps avant. Voilà. En février, c'était... Et effectivement, sur l'Ukraine, vos réflexions n'étaient pas faciles à développer parce qu'il y avait vraiment un carcan médiatique. L'affaire de l'Ukraine, on ne peut comprendre l'Europe face à l'Ukraine, on ne peut pas la comprendre si on oublie la pression américaine, il n'y a pas d'autre terme, la pression américaine s'est exercée sur l'Europe pour l'amener à penser la même chose que les États-Unis, avec des buts qui étaient très clairs. C'était de ressouder l'OTAN, de faire que l'OTAN se mobilise pour soutenir l'Ukraine. Il y avait toute une série de principes et d'obligations qui ont été mises en œuvre. Et effectivement, c'était très difficile de l'expliquer parce qu'en face, il y avait des gens qui étaient des champions de la manipulation, avec raison d'ailleurs. Ils faisaient de l'influence, comme on dit. Et l'influence, c'était, en jouant sur l'émotionnel, d'amener les Européens à se rallier aux Américains dans ce conflit lancé par la Russie, mais dans lequel les choses étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on voulait nous raconter. Alors aujourd'hui, c'est passionnant parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui vient de se passer il y a peu de temps maintenant aux États-Unis, c'est-à-dire une fuite colossale venant du Pentagone de documents secrets qui montrent le dessous des cartes en Ukraine. Et alors là, c'est très intéressant parce que là encore, comme ça gêne beaucoup de monde, les journaux, la télévision en France en particulier, elle est un peu gênée de devoir dire de voir des choses qui ne sont pas exactement ce qu'on avait pu raconter avant. Alors, du même coup, on n'en parle pas. Ça, c'est le principe français.
Hein, on fait la politique de l'autruche, on met la tête dans la terre et on attend que ça se passe. Pourtant, aux États-Unis, tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que c'est une vraie fuite de documents secrets. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors on a essayé, certains en particulier ont commencé à dire mais non, c'est les Russes. Non, ce n'est pas les Russes. Hein. C'est évident que c'est sorti du Pentagone. Et là, on peut se poser la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui dans cette affaire, qui est une des plus grandes affaires de sortie de documents secrets depuis l'affaire Snowden. Hein. Le Washington Post a publié un certain nombre d'informations et d'images, les fameuses photos de ces documents qui sont sortis, et qui révèlent des choses étonnantes. Vous voyez, par exemple, je me souviens, parce que en France, des gens qui ont été dans l'OTAN et qui connaissent très très bien le problème, comme le général Paloméros, par exemple, qui est un patron de la réorganisation, de la restructuration de l'OTAN pour le compte de la France, hein, qui a commandé l'armée de l'air française, et qui disait, attention, par exemple, il disait, il y a quelque temps, il disait, faites très attention parce que la capacité de lutte anti-aérienne, donc contre les missiles et les drones ukrainiens, est en train d'arriver à la limite. Quand il a dit ça, personne ne l'écoutait beaucoup. Et puis là, on s'aperçoit que les Américains, dans ces documents secrets, disent attention, les Ukrainiens peuvent s'effondrer sur le plan de la défense anti-aérienne dans les semaines qui viennent. Et si c'est vrai, ben ça donne évidemment un pouvoir absolu à l'armée de l'air russe. Ça change les règles du jeu. Un autre exemple très intéressant, c'est que quand on voit, ils disent, ça on le sait, que les Russes n'arrivent pas à progresser beaucoup. Donc les Russes, ils sont en limite, comme on dit, de potentiel, hein, ils n'y arrivent pas. Mais ils disent aussi que les contre-offensives ukrainiennes pourraient en définitive avoir exactement le même effet, compte tenu du manque de moyens humains, du manque de moyens techniques, du manque d'entraînement. Enfin, il y a plein de facteurs. Et que les Ukrainiens, la fameuse contre-attaque dont on nous parle régulièrement, en définitive, elle pourrait être quelque chose qui se diluerait très vite. Donc, tous ces documents, en définitive, nous montrent quoi? Ben, ils nous montrent que ce que nous disons, nous, depuis déjà maintenant presque un an, hein, la seule vraie solution, c'est la négociation. Et ça, si vous voulez... Alors moi, évidemment, quand j'ai vu ces documents, quand je les ai eus, mes amis américains étaient ravis de m'envoyer tous les documents, hein, bien entendu, et si j'ai pu les regarder, j'ai même découvert, d'ailleurs dedans, je le dis, mais le ministère de la Défense français a dit c'est pas vrai, que les Américains disent qu'il y a 16 militaires français en opération en Ukraine, avec les combattants ukrainiens. Alors le ministère français, bien sûr, ne va pas vous dire oui ou non. Bon, moi, je trouverais normal, entre parenthèses, que des gens des forces spéciales, on en a envoyé quelques-uns pour savoir ce qui se passe. Ça me paraît la moindre des choses. Mais bon, oublions tout ça. Mais pour vous dire que ça va très loin, il y a c'est très, très intéressant pour les professionnels de voir un peu les analyses. Et puis alors, par contre, je comprends très bien même l'inquiétude du président Biden, au-delà de la politique qu'il mène en Ukraine, par le fait que dans ces documents, on voit clairement que les Américains ont des informateurs, donc des espions, hein, dans l'armée russe, et même certainement dans certains papiers qui sortent, à de très hauts échelons dans l'armée russe, ou peut-être même proche de Poutine. Alors ça, c'est la première fois qu'on le voit clairement, parce qu'on peut avoir des soupçons. Hein. On en a eu au début de la guerre, quand par exemple, quand les Russes ont envoyé les parachutistes, les commandos et les Spetsnaz sur le petit aéroport qui était à côté de Kiev, on a dit, bon, les Ukrainiens les attendaient, donc il y avait eu une information venue du côté russe, c'était clair. Mais là, on voit qu'il n'y a pas que là-dedans, il y en a beaucoup, et donc ça confirme, si vous voulez, mais là, ça le confirme vraiment. Ce qui va poser des problèmes, parce que je pense, quand on connaît les services de renseignement, hein, depuis que les documents sont sortis, on doit être actuellement à la chasse aux espions du côté russe, en prenant tous les documents, et disant qui peut avoir eu connaissance de ça et ça, et on peu à peu, vous savez, on resserre le cercle jusqu'à quelques-uns. Hein, et ça ne m'étonnerait pas que dans peu de temps, on ait soit la disparition, c'est-à-dire le départ, l'exfiltration vers les pays occidentaux de quelques responsables russes, ou leur arrestation, ce qui serait évidemment un échec total,
Ça veut dire qu'en plus, on n'a pas réussi à les sortir à temps. Mais vous voyez, donc tout ça, c'est très intéressant. Et ça fait plaisir de voir que les analyses qu'on peut faire sans avoir tous les éléments d'information des États, on dirait, eh bien, qu'on peut très bien, on peut arriver quand même, à part de la réflexion, de l'anticipation et l'utilisation des informations qu'on peut recueillir tout à fait légalement, puis on peut arriver quand même à cerner d'assez près la vérité. Alors, je suis ravi d'apprendre effectivement que vous avez encore un réseau très actif qui vous apporte un certain nombre d'informations et ce qui nous permet d'avoir ces analyses. C'est pas un secret. Moi, c'est vrai que je reconnais, d'ailleurs, le premier, que j'ai constitué un réseau personnel depuis 40-50 ans, hein, qui fait que de à peu près de la plus grande partie des coins du monde, ou pas dire tous les coins du monde, parce que je veux être modeste, mais j'ai souvent des informations qui m'arrivent et qui me permettent justement de vérifier, de valider ou d'infirmer des choses que l'on peut raconter. Alors, notre ligne éditoriale chez Openbox TV, c'est aussi de comprendre, ou en tout cas de se battre pour expliquer la place de la France dans le concert des nations. Il se trouve aussi que depuis un an que nous émettons, le président Macron a eu une diplomatie assez active à l'international, mais peut-être avec une lecture qui n'était pas toujours facile. Alors, à la fois en Afrique, et puis lors de son dernier voyage en Chine, sur Taïwan. Alors, on peut peut-être aborder ces deux sujets aussi. Ben, si vous voulez, je crois que la politique française, hein, que ce soit depuis le général de Gaulle, hein, la politique française a toujours été basée sur, quand même, l'affirmation de la spécificité française par rapport aux autres pays. Nous ne sommes pas comme les autres. D'abord, nous sommes une puissance nucléaire, il ne faut quand même jamais l'oublier. Hein, les Allemands, ils n'ont pas la puissance nucléaire, par exemple. C'est peut-être la première puissance européenne, mais ils n'ont pas le nucléaire. Nous, oui. Nous avons une armée qui, jusqu'à nouvel ordre, en capacité de projection à l'extérieur, elle a fait ses preuves, hein, mieux que d'autres. On n'a pas connu, nous, tout ce qui s'est passé pour les Américains et pour d'autres. Hein. On s'est plutôt, en général, on s'est bien débrouillé. On a une armée efficace pour la projection, parce que par contre, on s'aperçoit qu'elle est totalement... elle n'est pas bonne du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas au niveau. Elle est pas, oui, mais elle n'est pas préparée. En termes de matériel, en termes d'hommes. Elle n'est pas préparée à une guerre traditionnelle, classique, comme celle de l'Ukraine, par exemple. Hein. Et là, elle ne serait pas bonne du tout, effectivement. Et il y a des rapports, le rapport du Sénat et autres, qui montrent que, en définitive, la capacité de résistance de la France dans une affaire comme l'Ukraine, ce serait de quelques jours ou peut-être de quelques semaines, mais pas plus. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut se poser de vraies questions. Vous voyez ? Mais on a une spécificité. On a toujours défendu une vision de la France qui était avec une certaine autonomie de pensée. Je me souviens du président Chirac disant aux Américains « Non, nous n'irons pas en Irak ». Entre parenthèses, dans l'affaire de Taïwan récente, quand le président de la République dit « Attendez, on ne va pas se laisser entraîner par un camp ou par un autre », j'entends les hurlements de tous les côtés. Mais moi, ça me rappelle Chirac, quand il a eu le courage, avec Dominique de Villepin et les autres, de dire « Nous, on ne fait pas la guerre en Irak parce que c'est une erreur », ça nous a permis pendant 10 ans d'avoir une formidable position au Moyen-Orient que n'avaient pas les autres. Et on ne s'était pas trompé, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Donc, oui, c'est bien que de temps en temps, on puisse dire « Nous ne sommes pas comme les autres, on n'est pas dans le troupeau ». Or, indiscutablement, quand on dit ça, on se trouve avec un bloc de gens idéologiquement très proches de nos amis américains, parce que ça reste nos amis, ça n'a rien à voir. On peut être en désaccord sur la politique internationale, ça n'empêche pas pour autant que ce sont nos amis. Et en tout cas, pour moi, ce sont mes amis, hein, même si je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de choses. Et donc, quand on voit cette réaction de tous ces gens qui s'opposent, hein, c'est un peu triste parce que, moi, il me rappelle dans Rabelais les moutons de Panurge, si vous voulez. Le président, quand il fait ses interventions à l'étranger, comme tout président de la République, il a des gens qui lui préparent les dossiers. Or, il y a eu effectivement
dans les derniers voyages qui ont été faits par le président, un peu partout dans le monde, il y a eu un certain nombre d'erreurs d'analyse importantes et qui l'ont amené à prendre des positions qui n'étaient pas toujours comprises et parfois erronées. Hein. Pour donner un exemple, je me souviens pendant l'affaire du Liban, quand il est allé au Liban, avec une belle idée au départ de dire ce pays va mal, c'est un pays qui traditionnellement est proche de la France, il faut que ça bouge. Oui, mais visiblement, on ne lui avait pas donné les bonnes pistes, je dirais, et les bons éléments de langage, comme on dit maintenant. Hein. Quand on voit sur la Chine, là c'est une analyse personnelle, mais d'avoir emmené Mme von der Leyen, qui une semaine avant avait fait un discours incendiaire sur la Chine, bon, c'était pas le meilleur moyen de resserrer les liens avec les Chinois. Et je constate, et là c'est bien chinois, parce que là vous le connaissez très bien, vous aussi, Claude, c'est typiquement chinois, ils n'allaient pas affronter Mme von der Leyen de face, ils l'ont carrément mis de côté, et par contre, ils ont privilégié le président Macron. Or, il ne faut quand même pas oublier que M. Scholz, le chancelier allemand, a été en Chine le premier contre l'avis de tous les autres. Et on lui avait dit emmenez Mme von der Leyen. Il a dit non, 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 moi j'y vais tout seul. Le président Macron lui avait dit j'y vais avec vous. Non, non, parce que l'Allemand voulait dire ce qui prime, et pour cause. C'est les échanges économiques entre l'Allemagne et la Chine, puisque vous savez que l'Allemagne est le plus gros exportateur et le plus gros importateur de produits chinois en Europe. Et que c'est pour ça que Mme Merkel, avant son départ, a signé l'accord favorisant les relations entre la Chine et l'Europe, mais évidemment en avantageant l'Allemagne, ce qui est de bonne guerre de sa part. Alors, ce qui m'intéresse, moi, vous voyez, dans cette affaire-là, par exemple, c'est que M. Scholz, pressé par les Américains, s'est senti obligé de faire une déclaration sur Taïwan en disant « Mais non, nous, on est avec les Américains. En gros, nous, on est prêts à aller faire la guerre avec les Américains contre la Chine. » Ils ont dû être très mécontents de cette déclaration des Allemands avec qui ils ont des liens très forts. Et ça ne peut être que bénéfique pour les Français. Donc, vous voyez, donc, je dis, dans certains cas, ce qu'a pu dire le président, ça a été mal interprété alors que c'était plutôt bien joué. Alors que dans d'autres cas, ça a été mal interprété parce que c'était mal joué. En Afrique en particulier, quand vous voyez le président dire au président Tshisekedi en République démocratique du Congo, quand il lui dit qu'il n'a pas été fichu, pas été capable de mater en 20 ans la rébellion qu'il y a en Ituri, c'est une contre-vérité qui est insupportable pour les Congolais, puisque tout le monde sait que l'Ituri et le Kivu sont depuis depuis l'implantation du président Kabila au Congo, c'est-à-dire la fin de l'histoire du Rwanda, hein, quand l'armée rwandaise, les troupes rwandaises, les FDR et les Congolais qui étaient avec Kabila ont emmené Kabila jusqu'à Kinshasa pour prendre le pouvoir par un coup d'État contre le général Mobutu, hein, et qu'à ce moment-là, la contrepartie pour le Rwanda d'avoir aidé Kabila à prendre le pouvoir, ça a été d'exploiter les mines de coltan, de l'Ituri et du Kivu. Le problème, c'est que ça s'est passé il y a plus de 20 ans maintenant. Et qu'entre-temps, il y a eu Kabila, puis il y a eu son fils, et maintenant, il y a un président qui dit « ça suffit ». Ça suffit de piller au Congo nos richesses, le coltan, qui est un métal indispensable aujourd'hui pour nos outils numériques. Ils disent qu'il y en a marre que ce soit le Rwanda et un peu l'Ouganda qui nous le prennent chez nous et qui l'exploitent depuis chez eux, et donc qui prennent la plus-value au Rwanda. Hein? Alors dire que c'est une rébellion, alors que tout le monde sait que c'est un pillage, il n'y a pas d'autre terme, du coltan dans la région, bon, ça, il n'aurait jamais dû dire ça. Vous voyez? Et là, s'il l'a dit, c'est quelqu'un lui a conseillé. Et là, c'est grave, parce que c'est des gens qui n'ont pas dit la vérité sur ce qui se passait là-bas. Vous voyez? Pour prendre des exemples. Et il y en a d'autres. Hein. Oui, nous avons parlé aussi du Mali. Mais le Mali ou le Burkina Faso. Ou du Tchad, on a parlé du Tchad. On a parlé du Tchad, où il a été aussi
Et ça a été très mal compris. Mm. Hein. Alors, du Tchad, c'est très intéressant ce qui se passe au Tchad aujourd'hui, parce que quand le président tchadien, Idriss Déby, a été tué dans une... Mort au combat, je crois. Non, il n'est pas mort au combat du tout. Le président Déby a été tué par un de ses généraux qui était furieux parce que Déby avait tué un autre général qui était à côté. Ils se sont réglés les comptes entre eux, entre généraux, entre les différentes tribus et tous les Agawas. Enfin bref, il y a eu un... Ils étaient à 60 km du front, là où s'est passée la chose. Bon, peu importe. Déby est mort. C'était un grand soldat, Déby. C'était un dictateur, mais c'était un grand soldat, indiscutablement. La question, ça a été par qui le remplacer. Les Français ont donné non seulement le feu vert, mais ont fait une pression sérieuse pour que ce soit le fils de Déby qui prenne la présidence. On a imposé en définitive le fils du dictateur, ce qui a mis tout le pays en furie. Parce qu'ils auraient voulu une élection démocratique. Il n'y en a pas eu. Hein. Bon. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que donc, et ensuite, à l'installation, à l'enterrement d'Idriss Déby, à l'installation de son fils, le président Macron s'est déplacé, ce qui montrait l'intérêt du président pour le Tchad. Bon, et derrière ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que le fils Déby, en réalité, à la surprise générale, est en train d'essayer de refédérer tout le monde au niveau du Tchad. Là, il se passe quelque chose de très intéressant au Tchad. C'est que même l'opposition, moi je me souviens des gens qui étaient dans l'opposition armée, qui avaient attaqué Déby. Il y a eu 2 fois des tentatives de renversement du président, dont une qui s'est arrêtée au palais présidentiel, à N'Djamena. Les gens qui ont fait partie de ces équipes qui étaient contre Idriss Déby ont été invités par le président actuel à revenir au Tchad et à construire avec lui le futur Tchad. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif et il faut s'en réjouir. Il faut le dire, il faut s'en réjouir parce que le Tchad est un pays solide, c'est un pays qui est riche avec les mines, avec tout ce qu'il a et les richesses gazières, car il y a maintenant, ils ont trouvé des énergies fossiles et dans ces pays-là, c'est important. Hein. C'est un pays qui, militairement parlant, ce sont des vrais soldats. C'est un des rares pays d'Afrique où il y a vraiment des guerriers, parce que ce sont des tribus guerrières. Hein. Les Toubous, les Agawas, ce sont des guerriers, indiscutablement. Et donc, là, il se passe quelque chose d'intéressant. Et c'est très important parce que je vous rappelle quand même que là, on est dans une zone de passage des djihadistes entre l'ouest avec le Mali, le Burkina Faso, et l'est avec le Nigeria. Donc, il y a au milieu, il y a une zone qui va tenir. Ça, c'est clair. Je pense que là, maintenant, on rentre dans un pôle de stabilité. Et là, je fais de l'anticipation. Vous voyez, alors là, une fois de plus, je me laisse embarquer dans l'anticipation. Alors, donc oui, là, quand il y a été, le président, c'était certainement pas pour ça, parce que quand ils ont mis le fils, c'était plutôt pour éviter les problèmes, puisque l'armée tchadienne jouait avec ce que battait avec les Français contre les djihadistes un peu partout dans toute la zone, eh ben, en réalité, les choses sont en train de pas se passer comme on l'avait prévu, mais c'est très bien. Et moi, ça me fait... Alors, sur l'Afrique, ça me fait penser... Quand je dis ça me fait penser, je crois que il faut bien qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Il y a une génération qui arrive en Afrique de jeunes qui sont qualifiés, qui ont eu des formations à l'étranger. On l'a évoqué, les problèmes de formation. Malheureusement, pas souvent chez nous, parce qu'on n'a pas été bon là-dessus, il faut bien le dire. Du coup, ils sont partis en Chine, en Russie, aux États-Unis ou ailleurs. Et bien entendu, après, ils favorisent les pays dans lesquels ils ont appris quelque chose. Donc ça, c'est dommage, on l'a loupé. On l'a loupé, mais on peut encore se reprendre. Il faudrait qu'on change simplement notre langage et en quelques années, on pourrait reprendre. Mais pour ça, il faudrait des gens qui connaissent. Et c'est ça le problème qui me gêne le plus aujourd'hui. J'ai souvent l'impression en politique étrangère que ceux qui conseillent le président ne savent pas vraiment ou ne connaissent pas les tenants, ne connaissent pas l'histoire. Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas l'expérience, ils ne connaissent pas l'histoire. Or,
On ne peut pas faire de politique étrangère en ignorant l'histoire. Ça, c'est la base. Il faut reprendre Talleyrand, il faut reprendre Kissinger, il faut reprendre tous les grands diplomates, et on en a eu chez nous aussi. Hein. Il faut surtout connaître, il faut la capacité d'anticipation, mais il faut aussi connaître l'histoire pour pouvoir anticiper. Ouais. Et donc, tout l'intérêt de nous suivre sur Open Box TV pour comprendre ce monde, ce monde mouvant, ce monde dangereux, où la France a un rôle à jouer. Mais bien entendu. Et je vois aussi, par exemple, pour revenir juste sur l'aspect en Asie et à Taïwan, et on en a parlé lors d'une émission, la France est la première ou la deuxième puissance maritime mondiale et une puissance en Indo-Pacifique. Donc on a un rôle et on a notre mot à dire dans de nombreux domaines. Seulement prenez l'Indo-Pacifique, par exemple. C'est un domaine passionnant. Aujourd'hui, c'est venu le centre. Hein. On voit les Américains qui mettent des bases aux Philippines, qui veulent essayer de contrôler, pour le moment, tant qu'ils en auront besoin, Taïwan. Bon, qui préparent une guerre contre la Chine parce qu'ils sont prêts à la faire. Pas encore tout à fait maintenant, ils ne peuvent pas. On a eu l'occasion de s'en expliquer, mais ils sont prêts à la faire, la guerre. Et les Chinois, eux, on voit aussi qu'ils sont en train de s'organiser dans l'Indo-Pacifique en prenant pied dans un certain nombre de zones. Ils ont mis la main sur le Vanuatu. Les îles Salomon. Les Salomon, c'est fait aussi. Ils s'intéressent aux Fidji. Ils sont en train de mettre la main sur les îles Kiribati. Hein, ils sont en train de peu à peu... Et ils ont failli, on est passé très près, ils ont failli s'installer sur la base, sur l'île de Hao, en Polynésie française, où ils voulaient faire une ferme aquacole, mais sans dire qu'avec la piste qui est sur l'atoll de Hao, d'atterrissage, la piste d'atterrissage, qui était prévue pour les avions de chasse et les avions bombardiers, mais également pour les navettes américaines. Donc elle est extrêmement longue, et c'est exactement une escale pour les avions chinois voulant aller en Amérique du Sud. Or, vous savez que la Chine est très proche de l'Amérique du Sud. Elle a un accord douanier avec le Pérou. Elle est très, très proche du Brésil. D'ailleurs, on a vu le président Lula aller en Chine et donner la raison aux Chinois à tout point de vue. Donc, aujourd'hui, il y a tout un ensemble, si vous voulez. Et là aussi, on n'avait pas vu, heureusement, il y a une réaction forte pour dire on ne laisse pas l'installation aquacole se faire à Hao, parce qu'en réalité, on allait voir un atoll se transformer en base stratégique chinoise. Donc, on voit que ça bouge dans tous les sens et que là aussi, on a un rôle à jouer. Mais pour pouvoir le jouer, il faut qu'on s'en donne les moyens. Et c'est aussi un des problèmes qu'on a. C'est que souvent, on fait des déclarations en disant voilà, nous, on va faire ci ou ça, mais qu'ensuite, ça ne peut pas être suivi des faits parce qu'on n'est pas capable de mettre les moyens nécessaires pour le faire. On nous dit nous sommes le plus grand espace maritime mondial, numéro 2 mondial, pour l'espace maritime. OK, mais comme disait Staline en disant le pape combien de divisions, moi j'ai tendance à dire OK, deuxième puissance maritime, combien de bateaux? Exactement. Et là c'est un peu gênant. Alors vous voyez, en une demi-heure, trois quarts d'heure, on a passé en revue un certain nombre de points chauds, de sujets, ce qui montre qu'on ne s'est pas ennuyé pendant cette première année. Et, non. Et on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Par nos intervenants. Et je nous souhaite une deuxième année avec des sujets intéressants qui nous permettront d'informer nos internautes et les gens qui nous suivent. Et d'ailleurs, on peut les remercier parce que nous en sommes à 50 000 abonnés. Ouais, c'est quand même bien. Nous avons plus de 2 millions de vidéos vues cumulées sur YouTube, plus tous les réseaux sociaux en parallèle. Je me permets, avec cette occasion, de remercier l'ensemble des équipes qui nous suivent. Moi aussi, parce que dans notre ombre. Il faut un travail formidable derrière, bien entendu. Toute l'équipe de community managers, nos monteurs, nos assistants de production, assistantes de production. Un grand merci à eux parce que c'est ne serait pas sans eux. Un énorme travail. Et puis un grand merci à ceux qui nous soutiennent aussi, sur Tipeee en particulier. Et n'hésitez pas à y retourner avec grand plaisir. Et bien évidemment, merci aussi pour tous vos commentaires
que nous lisons et qui nous motivent, qui nous soutiennent. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec les internautes. Tout à fait, parce que justement, moi, les commentaires, c'est très important parce que d'abord, ça nous permet de voir si ce qu'on a voulu faire passer comme message ou comme explication a été compris. Et c'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des fois, avec raison, d'ailleurs, les gens se sont surpris. Les auditeurs disent, mais pourquoi ils disent ça oh là là, mais ils ont du parti pris, pourquoi ils... Non, on essaie, nous, d'enlever la gangue pour voir l'essentiel. Alors, c'est pas toujours facile. On essaie d'être le plus clair possible, mais c'est pas facile. Hein. On choisit nos invités pour ça, parce que ce sont des gens qu'on a sélectionnés, parce qu'on a vu qu'ils avaient fait passer de vrais messages qui nous paraissent intéressants. Bon, mais c'est vous qui pouvez nous dire aussi si ça passe, ou s'il faut qu'on précise un certain nombre de choses, s'il faut qu'on renforce un certain nombre de choses. Étant entendu que nous faisons de la géopolitique, donc nous travaillons sur le territoire, tout ce qui ne concerne pas la France en tant que telle. Hein. On travaille autour, alors là, tout ce que vous voulez, sur les analyses sur la France, non. Voilà. Parce que d'abord, moi, personnellement, je ne me sens pas compétent, ce n'est pas mon domaine. En tout cas, Alain, merci. J'ai été ravi de passer cette première année avec vous. Moi aussi, parce que vous êtes un formidable monsieur loyal. Hein. Et encore une fois, merci à vous tous. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur des sujets encore variés qui seront certainement très intéressants. Merci et à très bientôt. Merci. Vous êtes étudiant, enseignant, chercheur, expert dans nos domaines de prédilection. Vous souhaitez participer à notre prochaine émission sur openboxtv.fr. Vous pouvez vous inscrire ici et vous viendrez présenter le sujet qui vous tient à cœur et ensuite vous débattrez avec Alain Juillet et son invité. Nous vous attendons avec grand plaisir dans notre prochaine émission. Merci.